Alors, l'autre invité, c'est un peu compliqué. Sulamine. Wefa Sulamine. Bonsoir et bienvenue sur Canal 2. Bonsoir Tata Aline, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, vraiment. Oui. Parce que nous en profitons pour sensibiliser au maximum. Oui. D'accord. Et puis, on a promis qu'elle reviendrait. C'est Danielle Song. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aline. Merci d'être là. Merci de m'avoir invitée une fois de plus. Voilà, de nous parler à cœur ouvert. Alors, Danielle, on va débuter avec vous. Vous êtes prête? Oui. Parce qu'on va remonter dans les souvenirs. Votre histoire déjà débute toute petite, où vous avez été victime d'agression. C'était dans le contexte familial? Oui, c'était à la maison avec mon oncle maternel. Donc j'avais 8 ans et c'est allé jusqu'à mes 10 ans. Et à la maison, je veux dire que vous viviez avec qui? J'étais avec mes parents, mes tantes, avec ma tante, ma grande sœur, oui. Mais quand ça s'est passé, on était juste 2. Et justement, parlez-nous de ce jour où tout a basculé. Oui, il m'avait demandé de venir lui apporter de l'eau à boire, étant malade. Donc je suis allée, il m'a tiré dans la chambre, il m'a mis sur le lit, il m'a porté sur ses pieds et il a commencé à me toucher. Et c'est là où c'est parti. Et après son forfait, est-ce que vous avez alerté des gens autour de vous? Oui, je me comportais de façon, comment on dit quand, oui, j'étais très colérique, j'étais fâchée et j'essayais de m'exprimer, mais on ne voulait pas m'écouter. Donc, je me suis renfermée et une autre fois, quand on allait au village, ça s'est encore reproduit. Comment ça vous essayez de vous exprimer et on ne vous écoutait pas? Quand on a l'habitude d'être têtu et qu'on décide de dire quelque chose, on a tendance à penser que l'enfant est en train de raconter quelque chose qui n'est pas vrai, alors qu'au fond, il est en train d'exprimer exactement ce qui s'est passé. Donc revenons à vous. Donc qu'est-ce que vous dites? Vous parliez à votre maman, à votre tante, ils ne vous écoutaient pas? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Oui, à mes tantes, à mes cousines qui étaient là. Oui. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que tonton a essayé d'abuser de moi, mais on ne croyait pas, parce que c'était un tonton qu'on aimait tellement, donc c'était un peu aussi difficile de croire et tout ça. Donc on se disait que j'étais en train de faire un film et tout. C'est quand j'ai eu mes 40 ans qu'on a compris exactement ce qui se passait en fait. Mais beaucoup d'années ont coulé. D'accord. Mais vous viviez dans la maison avec lui au quotidien? Oui, il était là, il était malade. Il était là. Il souffrait de quoi? Il était là, il vivait avec nous au quotidien. Oui. Mais dans la maison, on savait de quoi il souffrait? Oui. À ce moment, est-ce qu'il souffrait de... Si, il souffrait qu'il a déjà. tué? Oui, il souffrait. Il ne voulait pas prendre les traitements et tout, donc c'était là. On a commencé à comprendre quand il a perdu son épouse, et les enfants et tout le reste. Ah, il a perdu l'épouse, il a perdu les enfants. Oui. Et ça faisait longtemps qu'il vivait avec vous? Oui, oui. Il a mis presque 4 ans avec nous. Oui. Mais comme c'était un membre de la famille, pour ne pas stigmatiser, on le laissait à la maison. Le linge sale se lave en famille, comme on disait. Mais vous êtes une survivante? Oui. À multiples vitesses? À multiples vitesses. Parce que si vous avez survécu à sa maladie à lui, vous avez... C'est incroyable. Oui. Parce que j'ai eu une grand-mère qui m'a beaucoup soutenue. Oui. Elle comprenait qui j'étais, ce que j'avais enduré. Et comme elle était chez les nonnes, elle ne voulait pas trop s'immiscer. Ce qui faisait qu'elle trouvait toujours du temps de demander que je puisse passer les congés chez elle. Donc c'était un peu comme ça qu'elle me retirait un peu du cocon familial pour essayer de me permettre de m'évader. J'avais aussi la femme d'un oncle qui est décédée il y a près de 12 ans déjà, qui aussi, chaque fois qu'il y avait des vacances, elle me prenait. Et dans la famille, je veux dire que tout le monde savait qu'il est malade? Oui, tout le monde, c'est vrai que... Et vous aviez conscience
Non, moi, je n'avais vraiment pas conscience. Qu'est-ce que c'était? C'est au fur et à mesure, en grandissant, que je me suis rendu justement compte. On m'a expliqué la situation. Oui. Ça n'a pas été facile. Entre-temps, à l'âge de 12 ans, de 13 ans, 14 ans, Ouais. vous avez vos menstrues, mais après tout s'arrête. Tout s'arrête. Ouais, je deviens la jeune fille qui on accuse d'avoir avorté, d'avoir eu des rapports sexuels, alors qu'au fond, j'avais une endométriose. Ouais. Donc, c'est après que vous avez commencé, vous n'avez plus eu vos menstrues. C'est à quel moment que la famille a été alertée et s'est dit, mais il faut qu'on l'amène consulter. Quand j'ai eu 16 ans et demi. Ah, donc ils ont attendu que le ventre pousse et le ventre ne poussait pas en fait. Effectivement. Les gens venaient dire à maman que, mais attends, toi tu es là, ta fille a avorté et tout, et tu fais comment? Et ma maman, fâchée, elle me dit, mais c'est comment? Je lui dis que je n'ai pas avorté, je ne fais que te dire que je n'ai pas avorté. On allait, il y avait un centre de santé pas loin de la maison, on allait poser les questions aux médecins et tout. J'ai demandé que, mais attendez, c'est ma version ou c'est la version des autres? Bon. Et j'ai pris ça comme ça sur moi. C'est papa un matin qui a décidé de m'amener chez le docteur Quidbell. On va laisser les dons des médecins et tout ça. Donc après 2 ans finalement d'attente qu'il n'y a pas d'enfant, Oui, vous amenez chez le médecin. oui. Et après examen, le Et verdict est après, tombé. le verdict est tombé que j'ai une endométriose. Ça n'a pas été facile. Ils vous ont dit que c'est quoi? C'est un trouble hormonal. On m'a dit que c'était un trouble hormonal. C'est tout. Et avec de fortes douleurs. Parce que franchement, ça fait énormément mal. Ça veut dire quand tu veux saigner, le saignement n'est pas là. On dit qu'il y a une fracture au niveau de l'endomètre. Donc, tu n'as pas tes menstrues comme toutes les autres femmes. D'accord. Et qu'est-ce que cela pouvait entraîner comme conséquence chez vous? Moi, tu ne peux pas faire d'enfant. Ils vous ont dit que vous ne pouviez pas faire d'enfant? Que je ne pouvais pas faire d'enfant. Je n'avais pas mes menstrues. C'était difficile d'avoir les rapports sexuels. Oui, donc tout ça combiné a créé un gros stress. Ouais. Et a créé un gros stress. Et à un moment donné, vous avez été victime d'un arrêt cardiaque. Oui. Il faut préciser qu'après les abus, j'avais une insuffisance cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais de la difficulté à respirer. On croyait que j'avais l'asthme. Mais en me donnant le traitement de l'asthme, ça a créé un vide au niveau de ma corde et de mon cerveau. Donc ça a fait en sorte que le cœur ne battait plus normalement. Mais un médecin vous a donné le remède de l'asthme sans que ce soit ça? Oui, sans que ce ne soit ça. C'est après qu'on m'a amené chez un cardiologue à l'hôpital général. Et franchement, je dis merci parce que j'étais tombée dans les paumes. La version que je vais donner, c'est la version qu'on m'a racontée à mon réveil. Donc, on m'a amené à l'hôpital et on m'a mis sous assistance respiratoire et on m'a fait l'électrocardiogramme, l'encéphalogramme et c'est après ça qu'on a découvert qu'il fallait qu'on me mette un pacemaker. Vous avez appelé l'autre médecin et lui dire que en fait c'était pas l'asthme? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a dit que ce sont des erreurs qu'on peut commettre et que je puisse continuer le traitement. Mais ça n'a pas été facile parce que je ne pouvais plus jouer avec les autres enfants. Il fallait que j'apprenne à éviter certaines situations, certains stress. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous a mis? Un pacemaker. C'est quoi? C'est un petit appareil qui permet la rythmie cardiaque. Et c'est sur place au niveau d'ici. Bon, le mien, il est mis à ce niveau et il est régulé avec un appareil. Ah, la montre que vous portez, c'est... Oui, C'est quoi la montre là? c'est un patchwork. C'est quoi le patchwork? Je ne sais pas. Le médecin Non, peut- c'est vous. Le médecin n'est pas là Oui. pour ça, c'est vous qui savez. Ok, c'est un patchwork. Ça permet de savoir ma tension artérielle, mon rythme cardiaque, si je dois boire de l'eau, si je dois être en mouvement, ça me signale. Donc, c'est connecté à moi. Oui. Et c'est un fil qui est à l'intérieur. Comment c'est? C'est un fil qui est à l'intérieur avec un déclencheur. Oui. Ah, donc un fil qui part de la main droite
Oui. À l'épaule gauche. Oui, ici. Et On a fait une petite chirurgie plastique, on a retiré une partie de ma chair pour venir couvrir, pour qu'on ne ressente pas qu'il y a un appareil. il faut le remplacer de temps en temps, faire l'entretien. Chaque après 10 ans. Mais tant que je n'ai pas un gros stress, une grosse émotion, je peux vivre avec plus de 10 ans. Et après, vous avez quand même pu avoir vos enfants malgré tout. Hein. Oui. Ouais. Combien? J'en ai 4. Voilà. Donc, la médecine n'est pas carrée. Ah pas... non, c'est pas carré. Il faut que je précise pas... que j'ai eu mes enfants sans avoir mes menstruations. Ah. Oui, parce que chaque fois qu'on découvrait que j'étais enceinte, je pouvais faire 1 an, 2 ans sans avoir mes règles. Bah, il faut voir peut-être une main divine derrière. Oui, ça, je dis toujours que Dieu marche avec moi. Alors, et il y a combien de temps? 4. Vous vous rendez compte que vous saignez? Que je ça saigne. ne s'arrête pas? Non, ça ne s'arrête pas. Quand j'ai les rapports sexuels, il y a 4 ans. Oui. Que ça ne s'arrête pas, c'est des douleurs, c'est des odeurs, c'est tout le temps des infections. Je me dis c'est des infections urinaires et tout. Je vais à l'hôpital, on me demande de faire un frottis vaginal. Après on me fait un test PAP. Quand je fais ces tests, on se rend compte que j'ai un cancer du col de l'utérus. Je refuse d'accepter. J'ai dit au médecin que j'ai compris. J'attends 2 ans plus tard. La situation ne change pas. Les douleurs sont fortes, les saignements et tout le reste. C'était très désagréable. Dès que tu as un rapport sexuel, la douleur encore. Les saignements, les nausées et tout. Oui. Entre l'annonce de la maladie et l'acceptation, vous avez passé combien de temps avant d'accepter qu'on vous enlève l'utérus? J'ai passé 3 ans avant qu'on m'enlève l'utérus. Ah, donc on vous a prévenu. Là, la maladie était encore au stade 1. Oui. Et j'ai refusé. Ouais. J'ai pas accepté en fait. C'est cette attente qui a fait en sorte que je me retrouve en train de faire des séances de chimio. Parce que si j'avais accepté qu'on enlève l'utérus, je ne serais même pas passée par ces phases-là. Oui. Donc, et quand on a enlevé l'utérus, on s'est rendu compte que la paroi utérine était métastasée. Oui. Et on m'a prescrit donc des séances de chimio, de radiothérapie aussi. On m'a prescrit 8 séances de radiothérapie et presque 15 séances de chimio. J'en ai fait 12. Vous avez fait en l'espace de combien de temps? En l'espace, chez moi, c'était chaque après 15 jours. Donc, vous avez fait des séances de chimiothérapie après chaque 15 jours? Oui, donc quand ça a commencé, donc c'était chaque après 15 jours. Mais on nous dit que c'est dégueulasse. Ouais, c'est pas bon. Il y a le goût du fer qui remonte, les vomis, les nausées, oui. Et les cheveux? Les cheveux qui partent, on maigrit, on noircit. On a la peau écaillée comme si on sortait d'une zone sèche. Parce qu'il y a des gens qui nous rapportaient que certaines personnes meurent pas à cause même de la maladie, mais c'est que la séance de chimio, parce qu'ils ne supportent pas. Parce qu'ils ne supportent pas. Elles n'arrivent pas à supporter. Ils n'arrivent pas à supporter parce que le problème avec la chimio, c'est que si tu n'as pas accepté que tu peux combattre la maladie, tu ne peux pas la faire. Parce que le temps qu'on est en train de te faire soit en comprimé, soit en injection, il faut que ton organisme accepte le traitement en fait. Oui, parce que j'ai vu des personnes qui, en coup, te disent, je veux m'asseoir, oui. Je veux me coucher, ça fait le je m'assois au sol, porte-moi, je ne vais pas bien. C'est assez désagréable. C'est très désagréable. Vous êtes une survivante. Oui. Et après, il n'y a pas que le désagréable à ce niveau. Vous ne devez pas gérer seulement la douleur physique, mais il faut gérer les finances. Les finances. Parce que c'est énorme. On nous rapporte que par séance, c'est dans les 500 000. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Moi, j'ai eu cette chance. Mon protocole était quand même au début, on était à 500 000. Après, on est descendu à 350 000. Mais il y avait des patients qui étaient à 1 million, voire 2 millions. Pour que ça aille plus vite? Je ne sais pas. On disait que c'était des protocoles forts. Peut-être le médecin va nous expliquer. Oui.
Donc, je connais une dame avec qui on a commencé. Elle, on est parti sur la base de 500 000, elle et moi. Après, moi, je suis allée à 350, mais elle est restée dans le cap de 600, 700 000. Et vous avez eu la chance? Oui, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ma tête, j'étais déjà guérie et pour mes enfants, j'ai dit que je vais guérir. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, dans le cadre justement des actions de la Fondation Canal 2, il y a beaucoup de personnes qui reviennent avec des cas de cancer qui n'arrivent pas à suivre le traitement parce que, disons-le, 500 000 pour une seule séance de chimio. Mais les gens vont mourir, il ne faut pas s'étonner après. C'est énorme. Le pauvre